Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec à mes côtés, Jules Torres, bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD, bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique, bonsoir à vous Yann Elgan. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, vous êtes professeur d'économie à HEC et vous êtes co-auteur de cette note qui est intitulée « La fièvre parlementaire, ce monde où l'on catch colère, polarisation et politique TikTok à l'Assemblée nationale ». C'est publié par le CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Alors concrètement, vous vous êtes penché sur ce monde assez étonnant que sont les députés dans l'arène parlementaire, qui ont dû s'adapter et qui sont très différents des députés sous Charles de Gaulle et sous François Mitterrand. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a les réseaux sociaux et donc c'est une forme de politique spectacle, mais qui dit spectacle dit également émotion. Tout à fait. Donc c'est une étude jointe avec Thomas Renaud et Hugo Subtil, et nous avons étudié, grâce à l'intelligence artificielle, 2 millions de discours entre 2007 et 2024. Il y a plein de graphiques d'ailleurs. Voilà, soit vraiment le passage entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et on a 3 grands enseignements dans cette étude. La première, c'est que la rhétorique émotionnelle a explosé, surtout depuis 2017. Et encore plus en 2022. Et dans cette rhétorique émotionnelle, domine surtout la colère. Et quand je parle de rhétorique émotionnelle, c'est une rhétorique qui fait appel aux émotions, au détriment de débats fondés sur des faits, sur des arguments, sur de la raison. Et ça, il y a un côté vraiment saisissant dans cette hausse. Les débats sont moins chiants, entre guillemets, mais ils sont plus fake. C'est-à-dire que cette colère, vous dites d'ailleurs que LFI et RN sont 2 colères qui s'affrontent, mais les évolutions sont opposées. C'est-à-dire que on mime, c'est une sorte d'acteur studio, et évidemment le fond disparaît, comme avant, on avait effectivement des débats sur le fond qui n'existent plus. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est saisissant, c'est effectivement la place de la colère, surtout du côté des bancs de LFI et du RN. 75% des émotions sont dominées par la colère. Les évolutions sont disjointes. Le RN est dans une stratégie, en particulier depuis le 22, beaucoup plus de normalisation, ce qu'on appelle la stratégie de la cravate, alors que LFI continue dans une progression assez vertigineuse, ce qui est fidèle à l'esprit de conflictualisation assumé par Jean-Luc Mélenchon en lien avec Chantal Mouffe. Alors après, la question que vous posez, c'est est-ce que cette colère, elle est légitime, elle est juste là pour traduire une colère des Français. Je pose, c'est un constat que je fais parce que avec Jules Torres qui est là aussi et quelques autres journalistes politiques, on constate quand même qu'il y a quand même moins de fond et plus de. Vous rigolez, mais, non, mais vous avez raison. C'est le cas. Il y a quand même moins de fond et il y a plus de. Voilà, on essaie de se mettre en scène. Il y a qu'à voir d'ailleurs. C'est une baisse du niveau global. Non mais aussi. Il y a qu'à voir le nombre de députés quand on regarde les séances au Parlement ou quand on y va justement, les nombres de qui se filment ou qui sont sur leur téléphone portable et qui sont absolument pas en train de suivre les déclarations de politique générale, qui sont en train de regarder combien de followers ils ont sur leur compte Instagram. C'est vraiment, c'est le but de cette étude, c'est d'objectiver ce que beaucoup de personnes ressentent lorsque vous êtes un peu au perchoir et que vous n'entendez même plus ce qui se dit dans cette assemblée. On a essayé d'objectiver et de traduire cela vraiment en données. Et effectivement, il y a un côté un peu catch et réseaux sociaux. C'est un peu le grand enseignement de cette étude. C'est dire que les codes des réseaux sociaux ont pénétré l'Assemblée. Qu'il y ait des débats contradictoires, ça a toujours été le cas. Que l'Assemblée ait un côté spectaculaire, ça a été le cas lors de la 3e République, de la 4e, de la 5e République. Sauf qu'auparavant, les députés parlaient aux autres députés ou alors parlaient aux journalistes. Et face aux journalistes d'Europe 1, par exemple, il fallait quand même prouver qu'on était un bon député. On avait bossé son dossier, on était basé sur des chiffres. Là, maintenant, à partir de l'analyse de la durée des discours ou du fait qu'effectivement on trouve dans les comptes rendus que des députés recommencent plusieurs fois une même prise, disent plusieurs fois la même chose mais à des amendements différents, et lorsque d'autres députés leur disent mais ce n'est pas possible, ils se retournent en disant ah mais ma première prise était mauvaise. Donc on voit bien que là le théâtre est toujours là. Voilà, le théâtre est toujours là, mais c'est le public qui a changé. Le public, maintenant, c'est celui des followers sur les réseaux sociaux avec tous les effets
pervers des réseaux sociaux sur la polarisation des discours. Jean-Michel Salvatore, qui se souvient de la 4ème République. De la 3e. Je ne te raterai pas, Pierre. Non, mais moi je trouve que, en fait, c'est l'arrivée de la télévision en fait qui a changé les choses au Parlement, parce que même lorsqu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, lorsqu'il y avait les questions au gouvernement qui étaient télévisées, on voyait qu'il y avait un véritable biais et qu'il y avait énormément de députés qui ne venaient jamais en séance, mais qui venaient toujours lorsqu'il y avait des questions au gouvernement et qui essayaient toujours de poser leurs questions pour que dans leur circonscription ou dans leur parti, on les remarque et ils fassent la démonstration de leur utilité. Et donc moi je me pose une question qui est peut-être un petit peu anachronique, mais qui est de dire, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas interdire les caméras et les images dans les hémicycles, de même qu'on le fait dans les tribunaux d'une certaine façon, parce que ça trouble la sérénité des débats. Est-ce que c'est pas une solution, ça? Après tout, on interdit bien les portables dans les lycées. Bon. Alors, nous, on est dans le diagnostic, vous apportez les solutions. Donc ça veut dire c'est pas moi qui réponds à cette question. Non, mais non, mais en revanche, je veux bien apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Oui, bien sûr, depuis que c'est filmé, vous avez une montée en émotion. Et on le constate, c'est un peu l'intérêt de cette étude, c'est de remonter quand même jusqu'à 2007. On peut remonter même depuis le début de la Ve République. Et on voit bien que quand vous êtes dans l'opposition en particulier, vous montez un peu en passion. En revanche, nous, on constate vraiment avec cette nouvelle génération et surtout depuis 2017-2022, une explosion de cette émotion, même lorsque vous n'êtes pas dans l'émotion, comme si les passions étaient un peu contagieuses. Mais à l'époque de Jaurès ou de Clémenceau, est-ce qu'il n'y avait pas ça également ? Oui. On pouvait faire des il y avait des morceaux de bravoure. Il y avait des morceaux de bravoure, mais ces morceaux de bravoure étaient quand même, vous deviez montrer, en fait, votre maîtrise quand même des dossiers, que c'était fondé sur des faits, sur des arguments, sur de la rationalité. Et c'est ça, selon nous, qui a changé. Donc on ne remet pas en cause le fait que ça a toujours été un peu une assemblée spectacle et une assemblée qui pouvait être violente quand même auparavant. Mais en revanche, l'intrusion vraiment des codes sociaux introduit plusieurs biais. Vous avez un biais sur le raccourcissement de la prise de parole. Vous êtes très loin des grands discours de tribuns. Maintenant, vous êtes sur des formats vidéo. Vous êtes aussi sur des attaques des autres députés plutôt que de développer vos propres idées. On montre quand même que maintenant, la moitié des interventions sont des interruptions. Et comme dans tout bon spectacle, vous avez en plus à chaque fois des applaudissements, des huées. Et ça a aussi explosé au cours de la période. Vous avez un graphique qui est très intéressant dans votre page, c'est le nombre moyen de mots. Alors ça, c'est assassin, parce qu'il y a effectivement le graphique de la droite, de la gauche, du centre, de LFI et du RN. Et alors, le nombre moyen de mots le plus nul, c'est celui de la droite. C'est-à-dire que on est à un tout petit peu plus de 200 en 2007. C'est assez constant, et puis ça chute lamentablement jusqu'en 2024. On est à peine au-dessus de 150, tandis que LFI, du coup, on est au-dessus de 250, on arrive à 300. Le RN, il y a aussi une espèce de courbe, une montée en 2021. Alors après, c'est aussi, j'imagine, au nombre de discours. C'est parce que LFI a gagné dernièrement aux élections de 2022 et qu'ils ont été beaucoup plus nombreux dans l'hémicycle. Le RN et LFI avant 2022 n'existaient quasiment pas. Voilà. Oui, il y a plusieurs façons d'interpréter ce graphique. Il y a une question un peu du nombre des députés. Il y a une question aussi des interruptions. Effectivement, lorsque vous êtes interrompu fréquemment, c'est beaucoup plus difficile de développer un argumentaire long. Mais nous, ça nous semble être aussi vraiment le témoignage du fait qu'il est de toute façon très difficile maintenant de développer un discours quand vous le voulez. Un exemple vraiment symptomatique, ça a été l'intervention de Dupond-Moretti, vous avez là vraiment le baron, excusez-moi, le maître des barons, vraiment capable, et qui commence. Et les questions fusent à droite, fusent à gauche, avant même qu'ils prennent la parole. À la fin, ils se tournent vers Richard Ferrand en disant mais que faire? Et Richard Ferrand dit mais il y a rien à faire, il faut juste souffrir en silence. Et il arrête son discours. Mais c'est parce que avant, l'Assemblée nationale était un lieu où on avait des débats, où il fallait de la contradiction. Maintenant, ce ne sont que des
des joutes verbales, et encore, c'est même plus que ça. Ce sont des ennemis qui se parlent par médias interposés, enfin par hémicycle interposé, et qui ne veulent et qui n'écoutent même pas la réponse qu'on va leur apporter. Ils sont juste là pour faire leur séquence TikTok en fin de compte. Et vous avez tout à fait raison. Il y a ceux qui découpent aussi. Hein. Et c'est ce qu'on essaye vraiment Et c'est ce qu'on essaye vraiment de souligner en disant. Au moment même où l'Assemblée devrait retrouver sa légitimité, son pouvoir, on est dans une situation de majorité relative. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la proportionnelle ne serait pas nécessairement la solution tant que vous avez un peu une fièvre des passions. À ce moment-là même, finalement, les députés ne s'en saisissent pas pour essayer de convaincre les autres. Ils considèrent les autres non plus comme des contradicteurs, mais comme des ennemis. Et c'est justement tous les effets pervers des effets sociaux d'avoir cette polarisation. Vous êtes donc 3 à avoir travaillé là-dessus. Vous-même, prof à HEC, Thomas Renaud qui est prof à Paris 1, Hugo Subtil qui est prof à l'université de Zurich en Suisse. Est-ce que vous avez eu des réactions suite à la publication de cette note ? Alors, cette note a été publiée sur la page du CEPREMAP la nuit même où elle a été publiée. La page a eu un shutdown, a été attaquée. Donc, je pense. Donc c'était quoi ? C'était une cyberattaque ? Je sais pas, on est en train de l'analyser, mais je pense que voilà, ça illustre. Attaqué ou victime de son succès ? Voilà, mais après on a eu des réactions. Je pense que les réactions sont on a essayé vraiment d'être équilibré dans cette note. Non, mais attendez, il y a une cyberattaque, vous avez été menacé ? Non, on n'a pas été menacé, mais force est de constater qu'on a dû réparer un site le lendemain. Mais en revanche, quand même, cette note a suscité, je pense, beaucoup d'intérêt, mais vraiment à tous les niveaux, parce que d'une certaine façon, c'est une situation, je pense, qui est vécue par beaucoup de personnes, et par les journalistes, par les budgets, par quiconque va à l'Assemblée, mais en revanche, qui manquait un peu d'objectivation et puis surtout de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et pour nous, ça veut dire vraiment un vrai changement civilisationnel. On est à l'heure de l'électeur émotionnel, beaucoup plus porté par ses émotions dans ses votes que par ses idéologies ou sa classe sociale. Et en fait, beaucoup de politiques surfent sur ces émotions. Merci beaucoup Yann Algan d'avoir été avec nous, et puis donc tant qu'il est encore en ligne, ce rapport du CEPREMAP, il faut aller le voir parce qu'on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.